Bonsoir à tous, bienvenue au club de lecture d'un océan à l'autre. Mon nom est Xavier Lord Giroux. Il me fait plaisir de vous accueillir ce soir, que vous nous écoutiez en direct ou en différé. On a lu ce mois-ci, durant le mois de mai, le roman Mémoriam de Michel Picard. C'est paru en 2020 aux presses de l'Université d'Ottawa. C'est un premier roman pour cet ancien député fédéral qui a siégé aux communes de 2015 à 2019 et qui mélange dans ce roman la science-fiction et le renseignement secret. Je suis en compagnie ce soir de deux grands lecteurs, soit l'autrice britanno-colombienne Lynn Garreau. Bonsoir, Lynn. Lynn, on ne t'entend pas. Est-ce que tu pourrais ouvrir? Voilà. Ça va bien? Désolée. Oui, ça va bien. Parfait. Lynn, tu sais que c'est un vrai plaisir de t'avoir, notamment parce que tu es la numéro un dans le palmarès des emprunts numériques sur le site de notre partenaire principal, la Bibliothèque des Amériques. Qu'est-ce que ça te fait de savoir ça? La numéro un. Avec le livre sur Emily Carr. Donc, tu Ah, es d'accord. numéro un au palmarès depuis très longtemps. Tout simplement, ça me fait plaisir, évidemment. On écrit pour être lu et on espère toujours que les gens en retirent un certain bonheur. Lynn, pour t'accompagner ce soir, il y a le jeune auteur néo-écossais que j'ai souvent côtoyé dans un passé pas si lointain, lors des simulations parlementaires jeunesse. Il s'agit de Thibaut Jaco Parade. Bonsoir, Jaco. Bonsoir, Thibaut. Bonsoir. Je suis tellement content de te retrouver. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Puis Trop j'espère qu'on longtemps. aura la chance de se revoir en vrai éventuellement. Mais quel plaisir de t'avoir avec moi ce soir. Merci d'être là ce soir, ça fait vraiment plaisir. Donc, c'est ça. Moi, je vous parle en direct de Cocagne, au Nouveau-Brunswick, où je suis en isolation obligatoire depuis déjà une semaine. Donc, c'est un décor de chalet que vous voyez derrière moi. Je redéménage au Maritime, ça me fait grand plaisir. Si c'est votre première fois avec nous au club de lecture d'un océan à l'autre, sachez que c'est une initiative du regroupement des éditeurs franco-canadiens, donc le REFC. À tous les mois, nous vous proposons la lecture d'un livre canadien que vous pouvez emprunter sur le site web de la Bibliothèque des Amériques, notre partenaire. Et puis, pour ceux qui nous écoutent en direct ce soir dans le webinaire Zoom, sachez qu'on ne vous voit pas et on ne vous entend pas, ce qui est très normal. C'est ça, un webinaire Zoom. Mais vous pouvez nous poser des questions en direct. Il y a une espèce de barre en bas de votre écran où vous pouvez converser avec nous ou nous envoyer directement des questions. Je vois qu'il y a déjà Amber O'Reilly qui nous dit bonjour de Winnipeg. Donc, c'est très apprécié. Bonjour à toi aussi, Amber. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer. Puis ça va nous faire un plaisir d'y répondre et de les partager. Et si vous nous écoutez sur Facebook en direct ce soir, vous pouvez aussi nous écrire dans la section commentaires sur Facebook, mais sachez qu'il y a un petit délai dans la diffusion. Donc, ça va nous prendre un peu plus de temps avant de recevoir vos questions, mais on va les recevoir et on va y répondre certainement. Et avant que j'oublie, comme à chaque fois, je vous rappelle, on vend des punchs. Donc, si vous n'avez pas encore lu Mémoriam, quittez tout de suite si vous ne voulez pas savoir ce qui se passe à la fin, parce qu'on ne va quand même pas se gâcher le plaisir d'en parler dans son ensemble du livre. Et pour ce faire, peut-être qu'on peut commencer avec toi, Thibaut. Est-ce que tu peux nous résumer un peu en quelques phrases, qu'est-ce que ça raconte, Mémoriam, au juste? Oui, bien sûr, donc il y a plusieurs sous-histoires, donc c'est laborieux à résumer d'un côté, mais ça commence en 1990 lorsqu'il y a une rencontre mystérieuse entre deux Canadiens et quelqu'un, on ne sait pas exactement qui c'est, qui est interrompu par un attentat terroriste duquel il y a seulement deux survivants. On se retrouve ensuite 25 ans plus tard lorsque Philippe, qui est le fils d'un des survivants, est devenu chercheur et poursuit des recherches sur la maladie d'Alzheimer qui soulève certains débats parce qu'il cherche à extraire les souvenirs de patients, de personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer pour qu'on puisse plus ou moins les visionner comme des films. Et se sentant bloqué dans ses recherches, il souhaite poursuivre ses recherches sur des êtres humains. Et en l'occurrence, ce serait son père qui est atteint de la maladie d'Alzheimer et se trouve dans un coma. Disons, c'est la maladie dans un stade très avancé. Le second survivant de l'attentat, Fisher, entre-temps, œuvre toujours dans la lutte antiterroriste. Il est désormais haut placé dans une compagnie de recherche qui permet à Philippe de recevoir le financement nécessaire à ses recherches, à condition qu'il travaille également sur un autre patient, un terroriste au nom de code Charlie. Malgré les considérations morales et éthiques qui se posent dans le roman, Philippe
poursuit ses recherches et découvrira le passé de ses parents pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé en 1990. Et donc, en l'occurrence, que ils se sont trouvés mêlés à un complot terroriste C'est ça, parce que qui... le roman se passe en deux époques. Il Mhm. s'ouvre en 1990, comme tu dis, à Paris. Et puis, le gros du roman, vraiment, va se passer à Montréal, dans des laboratoires en 2015. Donc, il n'y a pas si longtemps. Donc, au centre de tout ce que tu nous décris, ben, il y a c'est ça, le personnage de Philippe, qui est le personnage principal, c'est le point focal du récit. Est-ce que Lynn, tu peux nous en parler un peu? Qui est Philippe? D'accord. Alors, comme Thibault l'a mentionné, Philippe est le fils de deux personnes qui sont décédées. Ben, en fait, non. Une personne, sa mère est décédée lors de l'attentat terroriste de Paris. Et son père est toujours vivant, mais il a été soupçonné d'avoir eu son rôle à jouer lors de cet attentat. Et puis Philippe, qui est un jeune chercheur brillant, célibataire, euh, il cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est vraiment passé parce que puisque son père, il y a des soupçons qui pèsent sur son père, il aimerait bien découvrir ce qui s'est produit. Il fait de la recherche dans le domaine de l'Alzheimer. Comme c'est la norme pour les détectives, ben, il a vécu une tragédie, oui, la mort de sa mère. Il n'est pas chanceux en amour, on dirait, parce qu'il est célibataire. Il est aussi assez coupé de ses émotions. Qu'est-ce que je pourrais dire à son sujet? Ah oui, c'est un grand amateur de cappuccino. En lisant ce roman-là, j'ai eu souvent envie de boire du café. Il y a des bons copains. Et ça, il l'a dit lui-même dans une entrevue, puis j'avais trouvé ça moi aussi, c'est l'aspect Bob Moran peut-être de ce livre-là. Il y a une demi-sœur qui s'appelle Camille et il tient mordicus à prouver que son père n'était pas coupable, ce que j'ai un peu de difficulté à comprendre pourquoi, mais bon, on va explorer ça. Donc ça, c'est le personnage de Philippe. Moi, ce que j'ai compris, puis corrigez-moi si je me trompe, mais il cherche à innocenter son père parce que son père, non seulement a été emprisonné suite à l'attentat, parce qu'on a pensé que c'était le coupable, mais le corps du père s'est refermé sur lui et est devenu une espèce de seconde prison. Et je pense que Philippe, si j'ai bien compris le roman, cherchait à sortir son père non seulement à l'innocenter, mais aussi à lui permettre de sortir un peu de cette prison qui est devenue son corps. C'est vrai, oui. Ouais. Mais vous avez tous les deux accroché sur vous avez le même personnage préféré, qui est un personnage secondaire, probablement le plus secondaire de tout le livre. Et puis, il y a tout un ensemble, une chorale de personnages, parce qu'on mélange terroriste avec magicien ou voyeur, ben pas voyeur, mais personne qui peut voir dans l'avenir ou qui peut lire les gens pour qui ils sont. Et il y a Germaine, qui est une infirmière aux cheveux mauves. Et tous les deux, c'est votre personnage préféré. Pourquoi? Euh, Tu veux y aller, Thibault? Ok, bah, quelque chose auquel j'avais pensé, en fait, puisque tu nous avais envoyé la question, c'est que je trouve que peut-être qu'il y a quelque chose d'héroïque, qu'elle est très humaine. C'est quelqu'un d'extrêmement normal, quelqu'un d'extrêmement, je veux dire, c'est une infirmière qui travaille fort, prend soin des patients, etc. En même temps, il y a quelque chose d'extrêmement héroïque avec elle. C'est peut-être aussi la seule héros d'un côté du roman. J'avais pensé à ça, dans le sens qu'il n'y a pas vraiment de héros dans le roman. Philippe, il est un peu, c'est ça, il est dans sa recherche, il fait son affaire, mais il n'y a rien de particulièrement valeureux. On peut se poser des questions à son sujet, ou on peut le détester, on peut l'aimer. Germaine, c'est un peu la seule personne qui a, je sais pas, une bonté interne qu'on pourrait dire, qui se ressent vraiment. Puis c'est aussi un personnage qui est bien construit, qui a de la présence, qu'on veut connaître. Je veux dire, si Michel Picard faisait un roman où Germaine était le personnage principal, je serais comme, ouais, moi j'accroche à ça, moi je veux connaître Germaine. Mais en fait, il existe, Michel Picard a continué à écrire avec les mêmes personnages, en tout cas certains des mêmes personnages, une histoire qui se passe avant Mémoriam, qui va paraître tout probablement au cours des prochains mois. Donc peut-être que Germaine va prendre une place plus
prédominante là-dedans. En tout cas, je pense que vous le souhaitez. De ton côté, Éline, est-ce que tu trouves que Germaine joue pas un peu le rôle, peut-être vague rôle de la mère dans ce roman-là pour Philippe? Tiens, oui, ça c'est une idée vraiment intéressante. Moi, c'était mon personnage préféré parce qu'en quelque sorte, c'est l'archétype de l'infirmière qu'on aimerait avoir à son chevet si on tombait malade. Elle est pleine de bonté, elle est joviale, elle est bien dans sa peau aussi, et elle exprime des scrupules par rapport à la recherche que Philippe mène sur son père, entre autres. Aussi, c'est ça, comme Thibault l'a bien mentionné, c'est un personnage très attachant et très bien construit. Mhm. On a une auditrice du Maroc ce soir qui nous dit bonsoir. C'est Noura, et j'espère que je prononce bien son nom, Noura Gerbelmous, qui nous écoute et qui nous salue. Et puis Henri Parat, je ne sais pas s'il y a un lien de parenté, Thibault, je te laisse un peu, qui nous dit bonjour, salut d'Halifax. Michel Picard a dit j'écris ce livre comme un film. Personnellement, c'est la structure que j'apprécie puisqu'on revoit la même scène sous des angles différents. Donc, je pense qu'il parle ici de l'attentat. Le personnage du soi-disant génie de la mémoire, je le trouve plutôt un médiocre Tintin. C'est ce qu'il utilise pour qualifier le personnage dans Mémoriam. Vous sentez-vous libre de réagir là-dessus, mais j'aimerais qu'on enchaîne avec l'expérience scientifique que cherche à mener Philippe comme tel. Donc, est-ce qu'on peut expliquer, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui se sentirait à l'aise d'expliquer en quoi elle consiste, cette expérience-là au juste, puis comment est-ce qu'elle va s'exécuter dans le roman? Peut-être Lynn ou Thibault? Ah oui, alors l'aspect technique, moi, ça m'a donné un peu de fil à retordre. Alors, j'espérais que Thibault l'explique, mais ce qu'il cherche à faire finalement, c'est que les souvenirs de son père sont toujours là à l'intérieur de son père. Et puis lui, il veut y avoir accès pour pouvoir les regarder un peu comme un film et pour comprendre ce qui s'est vraiment passé. Et la façon dont il le fait, tu me corriges, Thibault, si je me trompe, mais il va aller chercher un nerf dans le bras de son père et ça va leur permettre d'accéder à ces souvenirs-là et à les mettre sur un disque dur et après ça, par la suite, à les projeter. Et quand ça sort, ça a l'air d'être comme un torrent de toutes sortes de choses. Ça a l'air assez excitant, finalement. Ça remplit vite un disque dur, puis ça prend beaucoup de temps à analyser les images. Euh, Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est possible qu'on en arrive à ça un jour, de pouvoir, à travers un air dans le bras, par exemple, avoir accès à nos souvenirs, puis les mettre sur un disque dur? Thibault? Ben, je veux dire, en soi, je vois pas, je vois pas pourquoi pas nécessairement, dans le sens qu'on peut aussi retrouver, principalement à la base, ce que Philippe sait, c'est quelles zones du cerveau sont activées par différents souvenirs. Bon, ça c'est quelque chose qu'on sait déjà. On sait quelle partie du cerveau correspond à la parole, même différents aspects de la parole. C'est pas toujours clair pourquoi. Pourquoi est-ce que X région fait la syntaxe, pourquoi X région fait les occlusives. Bon. Euh, donc lui, c'est ça. Après ça, il y a un de ses amis qui est technicien qui arrive avec justement ces idées de on peut essayer de se brancher sur un air. Et aussi, ils ont un casque qui mesure les mouvements oculaires. C'est peut-être possible, j'en ai absolument aucune idée. Par contre, il y a certaines choses qui m'ont troublé un petit peu. C'est par exemple pourquoi dans les souvenirs, il n'y a pas de pensée. Parce que je ne sais pas, quand moi je me souviens de quelque chose, il y a aussi des associations qui viennent avec. Il y a aussi j'étais à tel endroit, donc j'ai pensé à tel moment. Et on est tout le temps en train de penser, donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, de monologue interne, ou alors à ce point-là, comment est-ce qu'on différencierait les, euh, les souvenirs réels avec les associations de pensée? Je sais que en fait, il y a pas longtemps, j'avais revu un film de science-fiction où, enfin, plus ou moins science-fiction, là, plus un film à tout faire péter, où il y a cette technologie qui existe, c'est ce barbed wire,
Pamela Anderson, un film complètement sous-estimé, puis je peux vous expliquer pourquoi, mais c'est un autre sujet. Un Ils peu ont avec cette Pamela technologie. Anderson. Oui, ouais, mais OK, c'est on noté. pourra en discuter. Mais ils ont cette technologie, mais quand ils l'utilisent, ils disent faites attention, c'est vraiment pas fidèle parce qu'on n'a aucune idée qu'est-ce qui est association de pensée, qu'est-ce qui est fantasme, qu'est-ce qui est souvenir réel. Et donc, il y a un peu ce côté-là que c'est à prendre en compte. Tu sais, donc, déjà, si c'est possible de faire ça, il y a plusieurs peut-être petits aspects où je me suis posé comme, mais le personnage, il n'est pas en train de réfléchir quand il y a ça qui se passe dans sa vie, ou qu'est-ce que c'est les associations d'idées qu'il a, ou, Mhm. euh, Est-ce que tu dirais que c'est pas un peu comme, je sais pas, je vais faire un parallèle peut-être un peu boiteux, mais la télévision en noir et blanc, tu sais, ça commence comme ça, et après des développements technologiques, on réussit à avoir la couleur, on réussit à avoir la trois dimensions. Est-ce qu'on n'est pas peut-être un peu dans le roman au premier balbutiement de cette technologie qui nous permet seulement de voir et d'entendre les souvenirs et pas encore accéder à la pensée, ce qui pourrait venir peut-être plus tard? c'est possible. J'imagine que ce serait une possibilité. Lynn, qu'est-ce que tu as pensé de la transgression éthique? Alors, d'essayer ce genre de choses-là sur un cerveau humain encore vivant. Est-ce que c'est choquant? Est-ce que ça se peut, selon toi? Ben, il faut quand même, il y a quand même oui, c'est choquant. Alors que je lisais le livre, j'arrêtais pas de me poser des questions sur la liberté individuelle, le droit à la vie privée, jusqu'où on peut aller. Est-ce qu'il y a un code de déontologie? Alors, c'est, oui, peux-tu me répéter ta question, s'il te Dans le plaît, fond, Xavier? il y a une grosse transgression éthique. Oui, ah Et en oui. fait, on se retrouve un peu ce soir, je trouve qu'il y a quand même un parallèle à faire avec le chapitre 2 du livre, où est-ce que Philippe se présente devant un comité de 3 personnes pour Oui. faire valider son projet pour recevoir des subventions. Fait qu'on est un peu comme ça ce soir, où est-ce qu'on reçoit le livre, on l'analyse ensemble, on discute si certaines choses passent ou passent pas à notre avis. Mais est-ce que justement cette transgression éthique, ce qui propose de faire comme projet, d'aller faire des expérimentations sur des cerveaux humains vivants, est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est quelque chose que la science peut faire, selon toi, dans un futur peut-être très Ben, rapide? j'espère que non. Ma réponse honnête, ce serait ça, parce qu'il y a quand même, les souvenirs, c'est quelque chose de tellement intime au départ, de se permettre d'aller chercher les souvenirs de quelqu'un sans son consentement. Là, on pousse les choses un peu loin et on peut, c'est sûr, on peut briser un code. Moi, je comprendrais que le personnage le fasse pour aider quelqu'un. Mais là, il s'agit plus, il cherche, il cherche finalement à faire progresser la recherche, ce qui est bien. Euh, il est mu par une certaine curiosité, mais jusqu'où on peut aller? Moi, j'ai relevé à la page 120 où il parle de ah ben on va pas sectionner le nerf au complet parce que de toute façon, ben, il utilise plus cette main-là, mais quand même, on devrait le garder. Ou un peu plus loin, on parle du visage tordu par la douleur du père alors qu'ils sont en train de faire leur expérience. Alors, oui, j'ai eu certains problèmes avec le code d'éthique du personnage principal, disons. C'est correct, c'est un roman, puis pour avoir un bon Un roman, ça prend roman. une transgression certaine. Alors, mais dans le fond, Lynn, tu indiquais dans tes commentaires que pour toi, si tu savais qu'on aurait accès à tes souvenirs privés, intimes, ça aurait quelque chose d'infernal. Oui, Tu fais un parallèle avec une certaine époque révolue au Québec où est-ce qu'on censurait beaucoup. Est-ce que tu peux euh, oui. ouais, en parler un peu plus? Oui, alors en lisant ça, je me suis souvenu tout à coup que, bon, moi, c'est ça, j'étais au Québec à l'époque où toutes les écoles étaient religieuses catholiques et on nous parlait beaucoup, beaucoup de l'enfer. Et moi, ça m'intriguait l'enfer. Alors, je m'étais fait une vision très personnelle de l'enfer, finalement. Comment je voyais l'enfer, c'est qu'on était avec tous ses amis, tous ses parents,
dans une sorte de salle de cinéma. Et puis c'est ça, on projetait ta vie au grand complet sur un écran et tout le monde pouvait voir toutes les trahisons que tu avais faites parce que tu en fais toujours, même quand tu aimes les gens, des fois tu dis des choses à leur sujet. Tout ce que tu avais fait de bien, mais aussi de mal. En fait, c'est très catholique, ça. Ça sort de que Dieu est partout, puis Dieu peut voir tes moindres gestes. Mais oui, alors je voyais tous mes souvenirs sur l'écran et je voyais les gens réagir, puis je me disais, ah oui, ça, carrément, c'est l'infernal. Alors, quand j'ai lu ça dans le livre, j'ai dit, mon Dieu, c'est l'enfer. Mais heureusement, le père de Philippe, Louis, ben, on n'a pas accès à tout, finalement. On peut supposer que si on cherche dans nos souvenirs, ce ne sera pas pour trouver les meilleures choses de nous non plus. Mais est-ce que tu penses que le fait que ce roman-là, Mémoriam, a été écrit par un auteur qui, en tout cas, je suppose, est à peu près de la même génération que toi, qui a grandi aussi au Québec comme toi, est-ce que c'est, comment je dirais ça, est-ce que ça vient pas naturellement, mais est-ce que c'est évident que c'est quelqu'un qui a grandi dans le Québec de votre enfance qui a écrit un roman comme celui-là avec les codes auxquels tu faisais référence par rapport à l'enfer, puis à Ben, Dieu, tout ça? je sais pas. Je sais par contre que ils disent que j'ai fait référence tout à l'heure à Bob Moran, puis moi, avant même de voir l'entrevue que tu as faite avec l'auteur, où il parlait de Bob Moran et où il disait que ça avait été une influence pour lui. Tous les garçons à cette époque-là lisaient Bob Moran, mais moi, j'avais déjà vu qu'il y a du Bob Moran là-dedans. Il y a des méchants méchants et puis, dans le fond, c'est pas si grave que ça que tout ne soit pas parfaitement logique. Là, on s'amuse, quoi. On a une question de Robert sur Facebook et je vais la rediriger vers Thibault. Donc, petite question, Thibault, pourquoi conseillerez-vous ce roman à un lecteur? Donc, pourquoi on conseillerait ce roman-là finalement à quelqu'un pour le lire? Et peut-être aussi dans quel contexte on pourrait lui proposer, à ton avis? C'est justement ça, c'est un peu une question vague. J'ai du mal à y répondre dans le sens que je connais pas le lecteur aussi. Donc, évidemment, ça, c'est une des qualités du livre, c'est justement si on se pose des questions. Je veux dire, je sais que j'ai beaucoup d'amis qui se posent des questions par rapport à la morale, par rapport à l'éthique. En fait, le seul cours de philosophie que j'ai suivi toute ma vie, c'était un cours d'éthique. Donc, je suis absolument sûr qu'il y aurait beaucoup d'étudiants dans ce cours-là qui auraient apprécié le débat, même juste que là, par rapport à l'éthique. Moi, personnellement, ça ne m'a pas particulièrement posé de problème dans le livre. Je vois que Lynn, ça l'a affecté. Après ça, c'est une lecture, justement, comme Lynn a soulevé, qui est pas lourde, qui est pas particulière, même s'il y a des questions par rapport à des questions, par rapport à des sujets qui pourraient être lourds, c'est pas une lecture particulièrement lourde. Donc justement, si on cherche quelque chose qui va pas, dont on va pas crouler sous le poids du livre, si on veut quelque chose pour se détendre un peu, quelque chose qu'on peut lire dans le jardin, quelque chose qu'on peut lire en voyageant aussi. Je sais que moi, j'ai beaucoup eu l'expérience d'avion où j'essaye de finir la pièce de Ibsen et puis je suis comme, ah, j'ai pas envie de finir la pièce de Ibsen, je suis fatigué. Ou Strindberg, jamais lire Strindberg dans un avion, règle. Alors que ça, par exemple, on pourrait totalement lire n'importe où, je pense. Donc, ça dépend vraiment du contexte, ça dépend qu'est-ce qu'on cherche. Ouais. Parfait. Ça dépend aussi du lecteur. Mais moi, personnellement, j'étais un grand fan de Bernard Werber dans ma fin d'adolescence, début vingtaine. Puis je trouve que il y avait des ressemblances notamment avec ce que Bernard Werber écrit et ce que Michel Picard a écrit lui aussi. Je me permets ce petit commentaire-là. On a un commentaire du public encore, Henri Parat, qui fait allusion aux essais faits à McGill par la CIA sur des cerveaux vivants. Ça s'appelait le MK Ultra et compagnie. Moi, j'en ai entendu parler récemment aussi. Ça fait l'objet de plusieurs reportages et balados. Donc, de mémoire, c'est ça, c'est qu'il y avait
des patients à l'hôpital relié à McGill qui étaient sujets à des tests un peu contre leur insu et puis qui en sortaient vraiment cicatrisés à vie, pouvant pas retrouver l'usage normal de leur cerveau par après. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a eu lieu. Puis là, je me souviens pas de l'année, mais je pense que c'est 60 ou 50, mais il faut me corriger dans le chat si jamais je suis dans le champ. Donc, il y a ça qui existe, il y a ça qui est dans l'air du temps présentement. Euh, et pourtant, le livre est campé en 2015, alors qu'il est paru en 2020. Donc, Thibault, je me retourne à nouveau vers toi parce que je sais que tu as beaucoup commenté là-dessus dans ta critique, qui est d'ailleurs disponible sur le site du RFC. Cette espèce de rétro-science-fiction, où est-ce qu'on retourne 5 ans en arrière pour nous proposer une technologie qui existe probablement pas encore. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça sert bien le récit, à ton avis? Ben, ça, c'est l'affaire où, d'un côté, j'ai oublié de le mentionner dans la critique, mais ça, c'est quelque chose où je pense que le roman gagnera avec l'âge, dans le sens que quand quand on le lirait dans 30 ans ou 40 ans, ce serait de la vraie rétro-science-fiction, dans le sens que 40 ans en arrière, bon, là, c'est vraiment rétro. Alors que là, 5 ans, c'est pas. Moi, je qualifierais pas ça de rétro-science-fiction, c'est comme de la science-fiction contemporaine. Euh, et donc, je sais que pour quelqu'un quand même qui lit de la science-fiction, bon, je ne suis pas un super gros lecteur de ce. Je veux dire, je descends pas des volumes de Isaac Asimov, là, mais pour quand même quelqu'un qui lit, qui apprécie de la science-fiction, ça me fait bizarre dans le sens que de la vraie rétro-science-fiction, c'est quand même une esthétique d'une autre époque. Euh, Souvent avec une espèce de côté parallèle. Un des genres typiques de la rétro-science-fiction, c'est le steampunk, où on est dans l'époque victorienne, mais pas vraiment dans l'époque victorienne. Justement, récemment, j'ai lu une trilogie de Rod Duncan, où le scénario, c'est que la bataille de Waterloo, en fait, s'est développée dans une guerre civile européenne qui a massacré la moitié de l'Europe. Donc, les pays européens se sont mis d'accord sur cacher la technologie et seulement autoriser certaines technologies avec le bureau des patentes. Donc, il y a vraiment de la technologie alternative dans une sorte de dimension alternative qui est quand même calquée sur le passé. Alors que là, ce n'est pas vraiment le passé, c'est notre contemporain. Mhm. Donc, c'est pas vraiment de la science-fiction, rétro-science-fiction dans ce sens-là. C'est pas vraiment de la science-fiction futuriste. Donc, c'est un peu comme lire une version alternative de maintenant qui, pour quelqu'un qui lit de la science-fiction, ça fait quand même drôle. Dans le sens qu'il y a un degré de vraisemblance qui manque un petit peu, mais Parce en tout que cas, ça c'était mon opinion. l'année 2015, Lynn, est-ce qu'elle est importante, à ton avis, dans le roman? Est-ce qu'il y a des événements qui sont passés en 2015 qui sont reliés à ce choix qu'a fait l'auteur de camper son récit dans cette année-là? Euh, je ne sais pas s'il y a des événements spécifiques. J'arrive pas à penser à un événement spécifique, mais ce que je sais, c'est qu'il tenait peut-être à ce que l'attentat terrorisme se déroule en 1990. Donc, il fallait pas que le père soit trop vieux. Mhm. Donc, il a décidé de camper le récit en 2015. Mais ceci dit, moi aussi, j'aurais préféré que ça se déroule même dans 5 ans. Mhm. Ça aurait été plus facile pour moi d'être dans le récit parce que il y a quand même le fait que je le sais que ça n'existe pas, cette technologie-là. Alors, j'ai essayé d'ignorer le 2015 en lisant ça parce que moi aussi, je me suis dit, ah, tiens, ça aurait fonctionné mieux, mais à ce moment-là, le père aurait été trop vieux. Fait que je comprends son choix. Mhm. C'est là aussi où je trouve que ça aurait été quelque chose de tellement facile à modifier, dans le sens que si l'attentat au début aurait été en l'an 2000, ça aurait complètement marché. Je veux dire, l'an 2000, des attentats, en veux-tu, en voilà. Donc, ça aurait pu être comme tout livre décalé de 10 ans. Mais donc, je suis content que je ne suis pas le seul qui a un peu eu. C'est quelque chose qu'on peut ignorer, mais c'est quand même quelque chose qui bug un petit peu. Puis, si on n'y réfléchit pas vraiment, on ne sait pas nécessairement vraiment comme qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que j'accroche pas vraiment, comme pourquoi est-ce. Ce que vous semblez dire, c'est qu'il n'y a pas, il y a pas une raison particulière autre, peut-être le fait qu'il y avait intérêt à avoir un attentat terroriste en 1990 à Paris.
c'est la seule raison, selon vous, indiquée dans le texte qui nous permet de comprendre pourquoi ça se passe en 2015, mais même là, c'est pas très solide, finalement, comme choix, si je vous comprends bien. C'est probablement une faiblesse. Ouais. On parle, il y a beaucoup de questions des terroristes, évidemment, puis du terrorisme dans le livre. Ça se trouve là-dessus, d'ailleurs, un attentat à la bombe à Paris en 1990. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces terroristes-là qui nous sont présentés? Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils cherchent exactement? Thibault, je te dirige la question. C'est une très bonne question parce que c'est la question que je me suis posée pendant toute la deuxième moitié du livre. C'est quelque chose qui m'a... Ben, je veux dire, c'est autre que de faire sauter des gens, on ne sait pas vraiment concrètement qu'est-ce qu'ils veulent, dans le sens que partout dans le livre, on sait qu'est-ce qui est quoi, où est-ce qui est où. On sait que ça se passe à Paris, ça se passe à Montréal, ça se passe dans l'Institut, ça se passe dans le café, ça se passe dans le bar, où on boit je me souviens plus si c'était de la Moosehead ou pas, mais bref. Donc, tout est assez ancré dans le réel. On sait même où est-ce que le terroriste Charlie, qui est dans le coma artificiel, a été ramassé. Il a été arrêté en Irak. Il y a un des terroristes, sa mère est iranienne, il me semble, et puis son père est égyptien, ou peut-être l'inverse. Bref, donc il y a beaucoup de places qui sont nommées, etc. Et là, quand on arrive vraiment aux terroristes, on n'a aucune idée d'où est-ce qu'ils viennent et qui ils sont. Et je sais qu'il y a beaucoup de discours des terroristes sur un peu le colonialisme, sur qu'ils font ça pour avoir leur liberté, pour avoir leur tradition, leur façon de vivre. Et ça, c'est très bien. Tu sais, je suis très pour, même s'il n'y a pas vraiment d'excuses trouvables pour des gens qui font exploser d'autres personnes. Je pense qu'on peut se mettre d'accord là-dessus. Mais ça aide au moins à comprendre pourquoi ils le font, qui est essentiel, je trouve, pour prévenir que d'autres personnes aient envie de faire exploser d'autres personnes. Et puis là, on ne sait pas, tu sais, est-ce que c'est justement, dans les nouvelles Israël-Palestine, est-ce que c'est un front terroriste palestinien qui veut la liberté de la Palestine, etc. Ça excuse pas le fait de faire exploser d'autres personnes, mais ça met en perspective qui ils sont et pourquoi ils font ça. Ou est-ce que c'est un front islamique ultra-orthodoxe qui fait même exploser des mosquées parce qu'elles ne sont pas assez orthodoxes à leur goût. On voit ça, on a vu ça dans tout le Proche-Orient. Donc ça changerait vraiment, personnellement, mon opinion d'eux, de savoir d'où est-ce qu'ils viennent, mais on ne sait pas vraiment qui ils sont, autre qu'ils viennent du monde arabe. Ça, c'est en tout cas ce que moi j'ai vu. Si je comprends bien, c'est qu'il n'y a pas de motivation comme telle qui nous sont présentées. C'est difficile pour nous, comme lecteurs, de sympathiser avec ce qu'eux cherchent à faire parce qu'on ne sait tout simplement pas, c'est ça? C'est ça, comme il mentionne le colonialisme, les traditions, mais n'importe qui mentionnerait ça, comme l'État islamique mentionnerait ça. Ouais, ouais. Et puis, c'est ça, l'État islamique, ils n'ont pas les mêmes motivations que le PKK, le Front kurde en Turquie. Et puis, si c'était des Kurdes turcs, je comprendrais, comme ils veulent des droits linguistiques, ils veulent des écoles en turc, etc. Pas en turc, en kurde. Mais l'État islamique, pas les mêmes revendications. Donc, c'est ça changerait vraiment. Ouais. Quelque chose à ajouter là-dessus, Lynn, avant qu'on continue? Je sais qu'il y a une suite. Alors, j'espère un peu que les terroristes ne seront pas nécessairement du monde arabe parce que, oui, c'est ça. Ça a le mérite d'être clair. On m'écrit dans le chat un peu, fait que je vais vous partager un peu ce qu'on dit. Donc, effectivement, c'était dans les années 50 et 60 à McGill où avaient lieu les tests, les essais sur les cerveaux humains. Et puis, j'ai mal lu, j'ai paraphrasé un peu rapidement le commentaire d'Henri Parade tout à l'heure. Dans le fond, ce qu'il dit, c'est il serait curieux de savoir si Michel Picard a pris son inspiration de ses essais au cerveau qu'il a fait. Comme l'oncle Bill se pose peu les questions d'éthique, comme spécialiste de sécurité, Picard ne pouvait pas les ignorer, mais il a choisi de faire de son chercheur une caricature, à mon avis. Et il finit en disant « J'aime bien la mention de Bob Moran ». Donc, ça nous amène un peu à parler finalement de la quête et des méthodes qu'emploie Philippe. On l'a déjà abordé un petit peu,
Mais Lynn, tu relevais qu'à plusieurs moments dans le récit, tu remettais en question un peu les choix que faisait Philippe. Peut-être qu'il n'y aurait pas, peut-être qu'il y aurait eu d'autres alternatives finalement pour mener à bien l'enquête, à savoir si son père a effectivement posé une bombe ou pas en 1990. Euh, alors, est-ce qu'à ton avis, il ignore des pistes? Ben, en fait, moi, je me suis dit que Philippe, finalement, c'est un très bon chercheur, mais un horrible, absolument horrible détective parce que il ignore les pistes sans arrêt. J'avais envie de crier des fois en lisant le livre. Par exemple, quand il découvre que sa demi-sœur connaissait Bill Fisher, c'est comme ça passe comme dans du beurre. Hakim, le magicien, n'arrête pas de lui poser des questions sur ses recherches et puis jamais Philippe se dit, ah, tiens, pourquoi est-ce qu'il me pose tant de questions? Puis pourquoi est-ce qu'il est ici, lui? Non. Euh, Eva, l'infirmière, Ça, qui ne c'est dort jamais, et tout le mentionné à plusieurs reprises, hein, qui soupçonne monde. quelque chose, mais ouais. Et je sais pas, il n'a pas eu envie d'aller s'asseoir avec elle et d'avoir une petite conversation. Alors, ce personnage-là est amusant finalement parce que tout en étant très intelligent puis très doué au niveau de la recherche, oh, puis il y a un rapport qui apparaît dans son album de photos de la direction de la sécurité du territoire et quand ce rapport-là apparaît, moi, en tout cas, je serais en train de demander à tout le monde, est-ce que quelqu'un est venu dans mon bureau et tout, mais non, bon, Philippe, il se dit, bon, il y a un rapport. Ça lui prend vraiment beaucoup de temps pour se rendre compte que son père pleure lorsqu'il y a des attentats terroristes à la télévision, alors que moi, ça aurait été comme numéro un. Bon, en tout cas, j'arrête. C'est dommage parce que moi, je trouve que la quête du personnage, les questions qu'il se pose, qu'il cherche à entreprendre sur le plan scientifique, c'est pas inintéressant, en fait. Puis, c'est très intéressant. moi, c'est ce qui m'a accroché dès le début avec le roman. Fait que c'est dommage qu'après, ben, c'est ça, comme tu dis, on relève quand même certaines choses un peu ou plus ou moins évidentes de choses que Philippe aurait pu faire pour arriver à ses fins autrement que par les tests sur le cerveau de son père. Oui, mais par contre, ben, ça donne envie au lecteur de secouer un peu le personnage et puis de lui montrer la bonne direction. Alors, ça a ça comme avantage. Euh, on a une question du public, Robert encore, qui nous a posé une question plus tôt. Quelle serait selon vous la plus grande motivation de l'auteur en écrivant ce livre? Je dirige la question vers toi maintenant, Lynn. Vers moi? Oui. D'accord. Alors, la plus grande motivation de l'auteur, moi, j'ai eu l'impression, mais je ne peux pas parler pour lui, j'ai eu l'impression qu'il a tout simplement voulu s'amuser. Il a pris toutes sortes de choses qui l'intéressent. D'abord, lui, personnellement, il a vécu la maladie d'Alzheimer de son père, fait que ça l'a probablement rendu curieux. Et on voit qu'il a fait des recherches à ce niveau-là et donc on voit qu'il y a quelque chose de personnel. Il y a aussi son background. Il a travaillé, je pense, dans le milieu de la sécurité. Oui. Donc, il y a son expérience de vie, il y a tout ça. Et j'ai l'impression que l'auteur, ce que j'ai senti, moi, c'est qu'il avait pris plaisir, beaucoup de plaisir à écrire ce livre-là et à créer des très beaux personnages, finalement, même si on a envie de secouer Philippe, c'est quand même un personnage très intéressant. Et puis, Fisher, moi, je me demande s'il ne va pas y avoir une petite aventure avec Germaine, parce que même si je pense que c'est au cimetière, il s'est éloigné un peu. On voit quand même qu'il y a quelque chose, qu'il y a des belles possibilités. Déjà des petits fils qui dépassent pour créer une suite après. Euh, Oui. oui, et là, moi, j'ajouterais aussi pour répondre à la question de Robert j'ai mené un entretien avec l'auteur, Michel Picard, qui est accessible sur nos plateformes, donc la page Facebook du groupe, le site web du RFC, où se trouve la page de notre projet. Donc, vous pouvez avoir accès à ça également. Euh, Thibaut, je voulais qu'on parle un peu de la langue. Euh, tu avais des commentaires à faire au sujet des expressions plus locales, plus canadiennes, si je puis dire, qu'utilise Michel Picard dans son roman. Peux-tu nous parler de cette appréciation-là que tu as eue?
Ah ouais, ben, c'est quelque chose que j'apprécie toujours quand un auteur, quand ça se sent dans un livre que l'auteur s'exprime avec ses propres mots. Et par ça, ce que je veux dire, c'est, je sais d'expérience, soit de discuter avec d'autres écrivains, soit de commentaires faits sur mes propres textes, soit de mes cours de traduction, littéralement, où nos profs qui travaillaient avec des maisons d'édition disaient standardisez votre vocabulaire, utilisez pas de vocabulaire créatif. Euh, c'est qu'on a tendance à chercher à standardiser les mots, les tournures de phrases, la syntaxe, parce que ça le rend plus facile à comprendre, ça se vend mieux, tout le monde peut le lire, voilà, ça passe comme dans du beurre. Et ici, quelque chose que j'ai trouvé très bien, c'est que ça sent un peu que ça n'a pas été imposé au texte. Le texte, c'est pas fait trucider dans ce sens-là. L'auteur utilise vraiment ses propres, du vocabulaire lui-même, comme je sais que j'avais, il me semble que j'ai marqué dans la critique qui est en ligne, l'exemple qu'il y a un chapitre où il dit des chaudrons. Je suis sûr, 100% sûr, il y aurait plein d'éditeurs qui diraient « Ah, tu me changes ça, tu mets casserole parce que c'est pas vraiment des chaudrons, etc. Prends-toi pas pour Antonin Maillet. » Mais ils l'ont laissé, ils ont trouvé ça Je pense pas que c'est ce que extrêmement... c'est de faire. Ben, on aimerait tous se prendre pour Antonin Maillet de temps en temps, là, elle est super. Mais j'ai trouvé ça super. Un, qu'il écrive avec ses propres mots. Deux, que l'éditeur garde ça, parce que je trouve que ça a vraiment créé un charme. Pas juste parce que c'est ça, c'est des mots que nous, on emploie, qu'on utilise, etc. Je sais qu'il y a aussi, il utilise souvent comme à l'habitude, à la place de, encore une fois, plus standard. Je suis sûr qu'il y a plein d'éditeurs qui diraient « Ah, tu me changes ça, tu mets comme d'habitude parce que ça va dérouter des lecteurs, etc. » Il met comme à l'habitude parce que c'est ça qu'il utilise. Puis il a envie de l'utiliser, puis je trouve ça super. Il y a quelque chose de rafraîchissant quand même à voir, mettons, un coudon, écrit dans un roman de science-fiction. C'est pas quelque chose que j'ai vu avant, je dois dire. Ça veut pas dire que ça n'a pas déjà été fait, mais ça m'était pas arrivé. Donc c'est quelque chose de rafraîchissant, je trouvais, à voir ça. Et aussi, je reviens un peu à la question de tantôt. Je pense aussi quelque chose de rafraîchissant encore de voir un ancien politicien s'essayer avec la fiction et non pas avec la biographie politique, genre, tu sais, lui, il va ailleurs. Alors, je trouve ça vraiment intéressant de voir un ancien politicien se donner justement à l'exercice de la fiction. Voilà, c'est dit. J'aimerais qu'on passe maintenant à nos passages préférés du roman. Fait qu'on en a tous trouvé un. D'ailleurs, si à la maison. Je ne vais pas dire à la voiture parce que je ne pense pas qu'il y a personne qui nous écoute dans la voiture. En fait, j'espère pas. Si vous voulez nous indiquer la page, je pourrais peut-être en lire un ou deux aussi de vos passages préférés. Est-ce que j'ai un volontaire pour commencer entre Lynn et Thibaut? Vas-y, Thibaut, tu as l'air prêt. Donne-nous un peu le contexte. C'est à peu près où dans le roman? Et puis, lis-nous ça. OK, ben, donc j'ai choisi un passage à la page 121, qui est un peu juste un passage de... Disons, c'est pas quelque chose où il y a de l'action particulière qui se déroule. Juste peut-être parce qu'une des forces que j'ai trouvées du roman, c'est l'aspect visuel, où on voit assez bien qu'est-ce qui est dit, même si c'est pas lourdement décrit, c'est pas avec des longues tirades descriptives. Donc, page 121, juste, ok, je sais pas, 1, 2, 3, 4, bon, page 121, vous trouverez où. Philippe passe en revue les quelques résultats sommaires qu'il a imprimés. Il prend la télécommande du téléviseur pour voir ce qui se passe aux nouvelles. Tiens, Louis, ça va te changer les idées, dit-il à son père, visiblement encouragé par cette lueur de résultats. Philippe syntonise la chaîne de nouvelles en se demandant quels malheurs ils vont encore annoncer. Après la hausse du pétrole et les conneries du gouvernement, leur portage fait état d'un feu de forêt monstre. Les images sont impressionnantes. Une usine pétrolière a été la proie de l'incendie. C'est comme si une bombe était tombée sur l'usine. Les flammes montent à des hauteurs inégales et les pompiers sont impuissants devant l'ampleur du brasier. Ce n'est rien pour faire baisser le prix du pétrole s'il brûle au fur et à mesure qu'il extrait du sol. Tu vois, Louis, tu es chanceux, tu n'as plus besoin de ta voiture, dit Philippe en se retournant vers son père.
Louis a les traits tirés de son visage est crispé par la douleur. Philippe rappelle à l'ordre Eva, qui a aussi été distraite par les images du reportage. Il se retourne aussitôt vers le tomodensitomètre pour voir les lignes onduler dans tous les sens. Il demande à Kim où il en est avec ses mises au point. Celui-ci remet son capteur en marche et commence à télécharger les signaux. Le signal est encore faible, mais son moniteur émet des flashs de couleur. Bon. Est-ce que je continue? Non, non, ça va. Ok. C'est quand même, ouais, c'est quand même joli comme extrait. Puis de ton côté, Eline, peux-tu nous indiquer lequel tu as choisi? Oui, moi, j'ai choisi au tout début parce que euh, j'ai beaucoup aimé le premier chapitre. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'ambiance et on suit tout le trajet que les deux personnages qui vont être dans l'attentat terroriste suivent. Ils s'en vont en rendez-vous. C'est une belle journée chaude et ça donne vraiment envie d'y aller. Alors, je vais lire un petit extrait. À la sortie des Halles, il plonge droit dans une kermesse commerciale et touristique. On se croirait en pleine heure de pointe. Ce rythme effréné pourrait donner le tournis aux touristes, mais pour Dominique, c'est un peu un retour à la maison. C'est une journée magnifique et Paris s'agite sous un ciel de plomb. Les 38 degrés Celsius, l'humidité assommante et le smog qui atténue la luminosité du soleil forment l'arrière-scène de ce bazar multiethnique. Les amuseurs publics attirent leur lot de spectateurs, mais le couple zigzague à travers les attroupements sans se laisser distraire. Dominique tient son sac à dos devant elle comme un bouclier et, se tenant la main, elle et Louis se faufilent d'un pas déterminé dans cette fourmilière humaine en direction du Marais. Et là, ensuite, ils arrivent place Faubourg. Et là, on a un tout petit indice. Anxieuse et nerveuse, elle, c'est-à-dire Dominique, jette un regard subtil vers l'arrière à la recherche de Fisher et Chambertin. Pardon. Alors, c'est une très jolie scène. On se déplace dans la ville et on s'en va vers l'inconnu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été dans des bains de foule, je pense, tous et chacun. Et puis, c'est certain que ce passage-là nous ramène vers ça, vers un Paris que plusieurs d'entre nous aussi avons connu lors des voyages. Puis, en même temps, le début, surtout le début du livre, ça, c'est la deuxième page. C'est quand même accrocheur, je trouve, comme incipit pour finalement le reste du livre. Euh, oui, on va conclure bientôt, mais je serais curieux de vous entendre parce qu'on sait que Michel Picard a écrit déjà le prochain tome dont l'histoire apparemment va se situer chronologiquement avant ce que nous on a lu avec Mémorial, et il travaille présentement sur un troisième tome également. Donc, qu'est-ce qu'on se souhaite comme prochain roman pour ce que Michel Picard est en train d'écrire? J'ai noté qu'il y avait une amourette possible entre Fisher et Germaine. Est-ce qu'il y a autre chose, Thibault? J'ai besoin d'une minute pour réfléchir. D'accord. Ben, dans ce cas-là, Lynn, est-ce que toi, à brûle pour point, aurais des suggestions pour l'auteur Michel Picard? Je sais que le livre est déjà écrit, alors ce que j'espère, c'est retrouver les mêmes personnages. Je trouve que les personnages sont très réussis et très intéressants. Et on va voir comment Philippe va évoluer. Oui, ben, ou d'évoluer si jamais le prochain livre se passe avant 2015, donc avant ce qu'on a lu. Oui, Peut-être c'est qu'il ne sera vrai. pas le personnage central, peut-être que ça va être quelqu'un d'autre, peut-être Camille, qui est, je pense, un peu plus vieille que lui, et puis qui a une histoire à découvrir certainement. Thibaut, est-ce que tu es prêt à nous partager tes impressions, tes suggestions? Ouais, ben c'est dur à dire sans savoir exactement quel est le sujet des prochains aussi, parce que est-ce que ça va être les mêmes, comme est-ce que ça va traiter des mêmes sujets? Est-ce que ça va aussi traiter du terrorisme, par exemple? S'il y a le sujet du terrorisme, par exemple, je sais que j'apprécierais énormément que ce soit plus développé, parce que là, c'est un sujet qui est au cœur du roman,
mais en même temps, c'est un sujet qui passe totalement, qui comme contourne le roman. Il est là à la fin, puis il est là au début, mais entre-temps, ça en parle pas énormément. Et comme j'ai dit, ça m'a beaucoup dérouté de pas savoir, c'est ça, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'ils sont quoi. Après ça aussi, je sais que ça m'intéresserait de savoir, parce que justement, on a parlé du fait que Philippe veut innocenter son père. Mhm. Et je sais que Lynn a mentionné Lynn, il me semble que tu as mentionné que tu vois pas nécessairement pourquoi il y tient tellement. Ben, c'est que j'ai l'impression plus que, à un moment donné, il dit à son père, euh, comme ça, tu pourras partir l'esprit en paix. Mhm. Mais son père est déjà pas très là. Alors, j'ai l'impression que Philippe, il fait pas ça tant pour son père que pour lui-même, finalement. C'est un très bon point que tu as soulevé avec pas être très là ou quoi, mais quelque chose qui m'intéresserait, c'est parce que j'imagine juste un peu le contexte du père de Philippe, puis peut-être qu'est-ce que Philippe voit autour de son père, que son père est prof de fac, respectable, historien, etc. Et puis là, tout d'un coup, il est gardé par les services de sécurité français comme peut-être terroriste, pour une cause potentiellement extrêmement grave, potentiellement liée à des peuples qui sont vraiment opprimés, on ne sait pas exactement, mais bref, à des attentats qui sont graves. Et ça serait peut-être intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe dans le milieu autour de eux. Parce qu'il y a le cœur des personnages, mais après ça, il y a la bulle de, tu sais, qu'est-ce que les gens sont en train de dire à propos de X historiens respectables. Ah, on va pas lire ces livres de recherche historique parce qu'en fait, c'était un gros terroriste qui faisait sauter des gens. Donc, peut-être que ça m'intéresserait de savoir aussi, il veut l'innocenter. Moi, je pense que je comprends pourquoi il voudrait l'innocenter, mais ça serait peut-être plus intéressant de voir plus en détail là-dessus. Mhm. Euh, et Oui. puis peut-être aussi comment sa sœur, comme impresario, tu sais, cet impresario, elle travaille bien, ou avant qu'elle soit impresario, cette avocate, elle travaille bien. Ah ouais, mais tu sais, c'était la fille de ce gros terroriste. Donc, on n'est pas sûr si on veut la fille d'un terroriste comme avocate. Là, on ne sait pas exactement quelle cause elle va défendre, quelle partie elle va prendre. Donc, il y a toutes sortes de questions peut-être liées à ça, des questions sociales que je trouve seraient peut-être intéressantes à voir explorer. Mhm. Mais Mais oui, vas-y, Lynn. Mais je suis pas absolument certaine que le père de Camille était terroriste. Il me semble qu'il était l'amant de Dominique et que lui était comme... est-ce que c'est pas son garde du corps qui était le méchant terroriste? Mais enfin, c'est pas grave. Mais ce serait intéressant de... Tu as raison, Thibault, de revoir ce personnage-là parce que justement, le fait que je suis ambivalente et que je ne suis pas sûre qu'il était un terroriste ou pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très intéressant. Ouais, ou ben, je pensais aussi aux questions comme père adoptif de Louis en tant que tel, mais oui, sinon son père biologique, chez Mokhtar, c'est ça, Mokhtar aussi, comme même chose. On sait que apparemment il prend la relève de son père dans l'organisation, ou peut-être que c'est une vraie organisation. Tu sais, encore une fois, si c'est des Kurdes, si c'est le PKK, techniquement, c'est un parti politique qui, à la base, se veut légal. Donc, peut-être qu'il va prendre la relève d'un parti politique qui cherche à faire, à la base, à avoir des revendications politiques légitimes et pas faire exploser des gens. Et puis là, derrière lui, il y a d'autres gens qui ne sont pas contents, donc ils décident, ben, on va faire sauter le chef de l'organisation et faire exploser d'autres gens en même temps, pourquoi pas. Donc, c'est vrai que lui, dans le fond, tout ce qu'on sait, c'est qu'il est dans une organisation pour des gens de quelque part, pour certaines raisons. Mais ce serait vraiment intéressant de savoir qu'est-ce qu'il était vraiment, qu'est-ce qu'il faisait vraiment. Oui, Euh, oui, on va conclure, Lynn, là-dessus. oh, d'accord, je voulais tout simplement dire, ah oui, je m'excuse, je m'étais trompée de père, Thibault. Il y a deux pères. Oui, Tu puis as la quelque figure du chose père pas de aussi, la figure du père dans le roman est quand même très importante, surtout pour Philippe. Puis
On pourrait faire des parallèles certainement avec le fameux tuer le père, là, qui est très présent dans la littérature. Un commentaire pour toi, Lynn, qui t'est adressé, je te le lis tel quel. Madame Garot, je voyais vraiment l'enfer comme vous quand j'étais petite. J'avais complètement oublié. Quelle culpabilité à l'époque. Merci de votre commentaire. Donc, tes propos résonnent chez une de nos auditrices ce soir. Avant qu'on conclue, en fait, pour les gens qui sont dans le webinaire avec nous sur Zoom, on va essayer quelque chose de nouveau ce soir. On va essayer de vous envoyer un sondage. Ça fait 2 mois qu'on essaie de le faire et puis on n'a jamais réussi, fait qu'on s'y prend un peu autrement. On n'est pas trop certain de ce que ça va donner. Donc, je vais demander à ma collègue Mylène de le lancer dès qu'elle pourra. Et puis, on apprécierait beaucoup vos réponses pour avoir un peu une idée de qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez pensé, notamment du livre Mémorial. Ah, donc, même moi, je le vois apparaître. Donc, le sondage, donc, vous pouvez répondre pendant que je conclue. Alors, c'est ça. Merci beaucoup, en fait, à Mylène Vien, l'agente de communication du regroupement des éditeurs franco-canadiens. Elle est d'un soutien énorme et j'oublie souvent de la mentionner à la fin de nos séances. Et puis, je tenais à le faire ce soir parce qu'elle m'aide beaucoup et je tiens absolument à ce que vous le sachiez. Merci aussi à toute l'équipe du REFC. Nous avons une nouvelle directrice générale depuis quelques semaines, Mme Yasmina Boubzari. Je vous invite à en apprendre davantage sur elle en lisant son portrait sur le site web du regroupement des éditeurs. Et puis, je vous souhaite la bienvenue. Je sais qu'elle est avec nous ce soir. Donc, merci beaucoup, Yasmine, d'avoir été là. Je vous rappelle aussi que le mois prochain, donc en juin, on lit le roman de Simone Chaput, Les Derniers Dieux. C'est paru en 2020 aux éditions du Blé. Et pour l'occasion, j'en discuterai avec Monia Brahim, qui est une professeure de français à Ottawa, ainsi qu'avec Baptiste Foisy, qui est rédacteur en chef du Journal francophone des territoires du Nord-Ouest à Yellowknife. Je vous rappelle aussi que Les Derniers Dieux, Mémorial et tous les livres au programme du Club de lecture d'un océan à l'autre sont disponibles gratuitement pour emprunt sur le site web de notre partenaire, la Bibliothèque des Amériques. Donc, merci beaucoup, Thibault et Lynn, de vous être prêtés à l'exercice, d'avoir lu avec moi Mémorial. Et merci à tous et à toutes d'avoir été là ce soir. C'est un plaisir. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Merci. Merci au regroupement aussi. Oui, merci beaucoup. C'était très agréable. Donc, Lynn et Thibault, pendant qu'on laisse les gens terminer le sondage, ce qu'on peut faire, en fait, c'est juste fermer nos caméras, nos micros, et puis je vous enverrai un petit mot par courriel sous peu. Merci encore. Au revoir.